Bonjour à tous. C'est un plaisir de venir ici. Je viens de temps en temps à l'invitation de Véronique pour parler dans son cours de stratégie. Et j'aime beaucoup la stratégie, même si je préfère la vision. Je vais vous expliquer ça. D'abord, je crois que ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, c'est de trouver ce qu'on a envie de faire. Et avec qui. Et en particulier quand on est jeune. Et ça prend plus ou moins de temps. Et moi, j'ai eu le déclic en Angleterre. Donc ça m'a pris un peu de temps. Pendant quelques années, honnêtement, je ne savais pas ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai travaillé dans plusieurs environnements. J'ai travaillé beaucoup à l'international. Et puis, à un moment, travaillant pour un groupe américain, on m'a donné la chance, à 30 ans, de prendre la direction générale de l'Angleterre. Et je n'avais jamais rien dirigé de ma vie auparavant. Et ça a été une expérience extraordinaire. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans à Londres, dans un groupe énorme. Et au bout de 5 ans, je me suis dit, j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est de diriger des organisations, de diriger des gens. Et au bout de 5 ans, je me suis dit, je n'ai plus envie d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Et donc, il faut que je bâtisse mon indépendance financière. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'informatique. J'y suis rentré par une porte très difficile, puisque j'ai repris en 91 une société qui s'appelait Axim, et le présentateur a oublié de dire que cette société, quand je l'ai reprise, elle était au bord du dépôt de bilan. D'ailleurs, quand une société, vous le savez, marche bien, qu'elle est en croissance, qu'elle fait du profit, le poste de PDG n'est jamais disponible. Et donc, ça m'a permis non seulement de prendre la tête de cette entreprise, mais aussi de prendre une part capitaliste importante. Et à partir de cette société, alors je peux vous dire que la première année, d'ailleurs, ça a été probablement l'année la plus difficile de ma vie, mais aussi la plus excitante. Et tout ce que j'ai réussi, je l'ai réussi à travers et avec les gens qui ont travaillé avec moi. Et donc, après Axim, que j'ai redressé rapidement, j'ai été capable d'acheter une autre société qui s'appelait Sligos, qui était 2 fois et demi la taille d'Axim, et c'est à partir de là qu'on a créé Atos. Comme Sligos était une société un peu endormie, qu'Axim était une société qui venait d'une situation difficile, on a voulu changer l'image. Et Atos, pourquoi Atos? Parce qu'on voulait une société dont le nom commence par A, parce que vous êtes mieux positionné sur la cote des valeurs. Et puis on voulait un nom qui soit court, qui soit facile à prononcer dans toutes les langues. Et en fait, Atos, c'est le nom d'un produit logiciel qui existait chez Sligos. Et puis à partir d'Atos, on a internationalisé. J'ai acheté encore une société très grosse qui s'appelait Origine, qui était la filiale informatique de Philips. Et puis j'ai fait tout un tas d'acquisitions qui nous ont fait passer en 17 ans de 200 millions à plus de 6 milliards. Et puis d'un groupe français à un groupe international, et qui employait 60 000 personnes quand je l'ai quitté, et qui a encore doublé de taille depuis. Donc ça, c'est une satisfaction aussi d'avoir créé surtout un groupe dont la pérennité est assurée. Ce que j'ai retenu dans la construction de ce groupe, c'est que, d'abord, il faut avoir une vision. Et je préfère la vision à la stratégie. La stratégie, c'est déjà trop détaillé. La vision, ça fait rêver et ça vous emporte plus loin. Et on n'a pas besoin, dans une société, d'expliquer la stratégie. D'ailleurs, la plupart des gens ne la comprennent pas. Par contre, la vision, c'est ça qui fait rêver, et c'est ça qui entraîne tous les gens derrière vous. Et puis, une fois qu'on a cette vision, il faut travailler de manière très, très rigoureuse chaque année sur le portefeuille d'activités, parce que, je dirais, la mauvaise habitude de toutes les grandes sociétés, c'est de développer trop d'activités, et en particulier dans la technologie. Mais c'est vrai dans tous les domaines. Donc, dans la construction d'Atos,
durant les 17 ans, j'ai vendu pour 1,5 milliard de business différents. Donc il faut savoir acheter et savoir vendre. Et la plupart des entrepreneurs, ils aiment acheter des sociétés, ils n'aiment pas les vendre. L'autre leçon, c'est que si on achète des sociétés complémentaires, l'intégration est plus facile. Et moi, quand j'achète des sociétés, je pense qu'il faut les intégrer et les intégrer rapidement. Certains ont une opinion différente et préfèrent les laisser de côté pendant 1 an en pensant qu'elles s'intégreront plus facilement. Je crois que c'est en contradiction totale avec le dessin stratégique qu'on peut avoir, car une acquisition, ça permet d'exécuter plus rapidement la vision que l'on a. Mais dans la construction de tout groupe, ce qui est capital, c'est les gens qui travaillent dans la société. Ça est absolument fondamental. Depuis le management qu'on doit choisir essentiellement avec un seul critère qui est le critère de la compétence, et aussi tous les gens qui travaillent dans la société. Chaque fois que j'ai fait des opérations de transformation, j'ai passé mon temps à faire des roadshows internes dans tous les sites de la société pour parler aux gens. Je n'aime pas les sociétés dans lesquelles, même si c'est des très grandes sociétés, les employés ne connaissent pas le président de la société physiquement et ne connaissent pas le management qui l'entoure. Et donc ça, c'est quelque chose, il faut passer beaucoup de temps. Beaucoup de fusions, d'ailleurs, et beaucoup d'opérations de rapprochement ne marchent pas bien parce que le management ne passe pas suffisamment de temps. Et il faut se défier. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils technologiques à disposition pour communiquer. Il y a des cas où rien ne remplace la communication physique. Quand vous faites une opération de rapprochement, la première réaction des gens, c'est une réaction de fierté. On est plus grand, on est plus beau, plus internationaux. Et puis la deuxième réaction des gens, c'est une réaction individuelle qui est de dire qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que mon job va changer? Est-ce que mon patron va changer? Mes conditions de travail? Et ça crée une inquiétude. La seule manière d'y répondre, c'est en étant en face des gens, en expliquant pourquoi on a fait les opérations et en répondant aux attentes des gens. Et ça prend du temps. Donc, ma recommandation, c'est tout le temps qu'on passe avec les gens n'est jamais du temps perdu dans une entreprise. Et quand j'écoutais tout à l'heure la présentation, ça m'inspirait une chose et à laquelle j'ai toujours cru. Dans une société, par exemple dans une société de construction, où il y a des gens de conditions différentes, qui ont des jobs très très différents, il faut toujours se souvenir que tous les gens dans une société, quel que soit leur rôle, ont un rôle à jouer et qu'ils sont importants. Tout le monde est important. J'aide actuellement une petite société dans le domaine de l'énergie qui a donc des commerciaux, qui a des poseurs, qui a différents corps de métier. Et j'ai passé beaucoup de temps avec le jeune entrepreneur qui a démarré cette société. Il est très brillant, hein. Il fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça fait 2 ans qu'il a créé sa société. Hein. Mais au départ, il avait tout simplement oublié que il fallait traiter ces poseurs qui vont faire des travaux d'isolation dans les maisons individuelles aussi bien, il fallait eux aussi les former, les motiver et donner un sens à ce qu'ils font. Et aujourd'hui, j'ai créé Atos en 17 ans, je l'ai fait sans utiliser le design thinking. Alors, s'il y avait eu le design thinking, peut-être j'aurais pu aller plus vite. Mais malheureusement, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Je voudrais terminer, parce que mon intervention est courte, en partageant avec vous mes convictions sur le leadership et ce qui est important quand on dirige une société. Une société, c'est une communauté de gens au service des clients. Donc, il n'y a rien de plus important que les clients et les gens. Alors, mes convictions sur le leadership,
D'abord, et c'est écrit dans le premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Les idées les plus simples sont souvent les meilleures », on ne peut qu'être d'accord avec ce titre d'ailleurs. Et ma première conviction, c'est que pour être un leader, il faut aimer les gens. Alors, aimer, c'est un verbe qu'on n'utilise pas beaucoup dans le management, parce que ça a une connotation de faiblesse. En réalité, aimer les gens, ça veut dire qu'on s'intéresse à eux, ça veut dire qu'on les écoute, qu'on les aide à se développer, que parfois on leur dit des choses difficiles quand c'est nécessaire. Et pour moi, toute personne qui n'aime pas les autres, que ça soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique ou dans le monde de l'éducation, est inapte à diriger quoi que ce soit. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui a de l'énergie, parce que c'est un dispensateur d'énergie vers les autres. Et donc, pour être un leader, il faut avoir beaucoup d'énergie physique et mentale. Et les deux vont ensemble. Moi, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, et je continue à en faire, parce que c'est nécessaire. Hier, je faisais une présentation devant des entrepreneurs à Paris, et j'ai terminé vers 1h du matin. Bon, vous ne pouvez jamais avoir l'énergie nécessaire si vous ne faites pas, si vous n'entretenez pas votre physique. Donc physique et mental, ça va ensemble. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui doit savoir gérer la solitude et l'incertitude. Alors, la solitude, oui, bien que vous ayez à vos côtés un comité de direction, bien que vous ayez un conseil d'administration parfois, vous êtes seul. Mais surtout, ce qui est de plus difficile à gérer, c'est l'incertitude, parce que vous êtes la seule personne dans une société à connaître à la fois les opportunités et aussi les menaces. Donc tout le temps où j'ai été président d'Atos, je faisais beaucoup d'acquisitions, mais en même temps, il y avait toujours des gens qui voulaient m'acheter. Et j'étais quasiment le seul à le savoir. Donc, et les gens qui sont autour de vous, eux, ils veulent connaître uniquement la direction, ils ne supportent pas l'incertitude. Ce que le présentateur tout à l'heure a dit est vrai. Je pense que je demandais toujours aux gens qui travaillaient avec moi chez Atos d'être honnêtes intellectuellement, d'être loyaux et d'être courageux. Ben effectivement, le courage, il est inversement proportionnel à la taille des sociétés, malheureusement. Et plus les sociétés sont grandes, moins on y trouve de gens courageux. Et c'est dommage. Et aujourd'hui, je suis dans quelques conseils d'administration, et dans les conseils d'administration, on peut faire exactement la même remarque. Et c'est dommage parce que quand on est dans un conseil, ben son rôle, c'est de dire ce qu'on pense pour essayer d'apporter justement des changements. Alors un leader, c'est aussi quelqu'un qui est capable de se remettre en cause, d'écouter, et ça c'est quelque chose de très difficile. Alors moi j'avais trouvé une astuce, c'est que pendant tout le temps où j'étais président d'Atos, j'avais avec moi un jeune, garçon et fille, j'ai eu les deux, qui pendant 1 an travaillait avec moi et vivait au rythme de l'actualité de la société. Et ces jeunes, ben, ils ont un grand mérite, parce que ils n'ont pas encore appris à mentir, et donc dans leur questionnement, dans leur regard, eh ben, on trouve une forme de remise en cause. Et c'est formidable. Alors, il faut aussi, quand on est leader, savoir communiquer directement et simplement. Tout à l'heure, il y a une remarque qui a été faite d'ailleurs là-dessus, et j'ai toujours pensé, et peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, que pour être CEO, quand on est hyper intelligent, je crois qu'on est incapable de diriger quoi que ce soit. Et donc, pour être CEO, pour ceux qui ont de l'ambition, apprenez à vous connaître. Si vous êtes hyper intelligent, c'est pas gagné. L'autre chose aussi, c'est que quand on dirige une organisation,
je crois qu'il faut avoir le sens de l'humour. Il y a beaucoup de sociétés où je vais aujourd'hui, parce que mon métier principal, c'est d'investir maintenant dans des sociétés. Donc, je dirige plus, mais je suis un investisseur très actif et très engagé. Et dans certaines sociétés où je vais, au bout d'une heure, je me dis, vraiment, j'aurais pas envie de travailler dans cette société. L'humour, c'est extrêmement important. Quand on travaille beaucoup, je pense qu'il faut qu'on trouve des moments où on s'amuse ensemble. Et ça n'empêche pas de travailler très, très sérieusement. Donc, le sens de l'humour, ça me paraît une qualité fondamentale. Et puis, la dernière chose, c'est la passion. Et tous les leaders que je connais, ils ont la passion. D'ailleurs, quand j'ai rencontré la première fois Véronique et qu'elle m'a demandé d'intervenir, ce qui m'a frappé chez elle, c'est la passion. Et je vais peut-être vous livrer 2 ou 3 dernières idées. Quand je recrute des gens, et tout le temps où j'ai recruté des gens, et je pense que c'est l'exercice probablement le plus difficile et le plus stratégique, hein, et je pense que beaucoup de dirigeants ne passent pas assez de temps sur les opérations de recrutement. Quand je recrute des gens, je regarde pratiquement jamais le CV de quelqu'un. Ce qui m'intéresse, c'est sa personnalité. Ce qui m'intéresse, c'est l'envie. J'ai souvent recruté des gens à l'envie qu'ils avaient de venir travailler avec nous. Et j'ai rarement été déçu. Alors je vais simplement terminer en vous disant que le fil directeur de ma vie, c'est la rencontre avec les gens. Et je crois que ce qu'il y a de plus important dans une vie professionnelle, c'est la qualité des relations que vous gardez avec les gens. Les réalisations, tout le monde les oublie. Mais au bout du compte, c'est cette qualité formidable de relation que vous gardez, qui anime votre vie. En tout cas, pour moi, ça a été le fil directeur. Et aujourd'hui, je peux vous dire, dans 50% des investissements que j'ai, c'est des sociétés dans lesquelles il y a des gens à la tête qui ont travaillé avec moi dans le passé. Et ça, c'est quelque chose de formidable.